Bonjour à tous, je me trouve à Lima, la capitale du Pérou. Ça faisait des années que je venais pas ici, lorsque j'avais tourné le reportage que je vais vous présenter dans l'enfer des prisons péruviennes, où je raconte l'histoire dans la prison hommes et prison femmes, des Français notamment qui se sont fait arrêter en essayant de transporter de la drogue vers l'Europe. C'est un reportage qui avait eu beaucoup d'audience en France et qui a eu même des millions de vues un peu de partout. Et chose un peu exceptionnelle, ce film a été sélectionné au Festival du film à Monaco. Voilà, ce qui est quand même sympa. J'espère que vous allez aimer et que vous le partagez. On se revoit tout à l'heure à la moitié de reportage. Je vais parcourir un peu Lima pour vous expliquer comment je réalisais ce reportage. Alors, à tout à l'heure et puis partagez ce reportage. Ciao! Aéroport de Lima, au Pérou. Au comptoir des enregistrements, une équipe de policiers en civil se prépare à intervenir. Leur cible, des passagers européens qui tentent de ramener de la drogue dans leur pays. C'est un Roumain. C'est parce qu'il est roumain que vous le contrôlez? Oui, et aussi parce que sa valise était plastifiée. La valise plastifiée a intrigué l'inspecteur. Le passager est aussitôt interrogé, palpé, mais il ne perd pas son calme. Les policiers comprennent vite qu'ils font fausse route. Le voyageur roumain sera finalement autorisé à embarquer. D'autant qu'au même moment, au comptoir d'à côté, un autre passager a attiré leur attention. Chemisette, sac à dos. A priori, cet Espagnol de 34 ans est un touriste comme les autres. Mais cette fois, les policiers ne se sont pas trompés. Dans la doublure d'un blouson, une poudre blanche. En quelques secondes, les enquêteurs procèdent à un test chimique. Le réactif devient bleu, c'est bien de la cocaïne. Je me suis fait avoir, mais tant pis. Vous étiez stressé? Un peu. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Maintenant c'est fait. Quelle quantité vous avez? J'ai aucune idée. Je ne savais même pas que la drogue était cachée là. Vous alliez où? À Madrid. Vous pensez quoi à cet instant? Rien. Pour le moment, rien. Je ne sais pas. C'est comme ça. Pour l'Espagnol, le voyage s'arrête ici. C'est Juan Mendoza, l'un des procureurs de police, présent jour et nuit à l'aéroport, qui va s'occuper de son cas. On a un cas positif. Le réactif était positif. Ça arrive souvent? Oui, c'est fréquent. Ça arrive tous les jours. Ils essaient d'emballer la drogue de différentes manières pour éviter les contrôles de police. Pour les policiers, l'enquête commence. Grâce au téléphone portable du passager, ils espèrent retrouver ses commanditaires. Quels sont les numéros que tu as ici? J'en ai deux. Mais il y en a un, c'est juste un mec avec qui j'ai pris une bière. Ce numéro n'a rien à voir. Et de quel numéro on te téléphonait pour organiser ce que tu allais faire? Je sais pas. Il doit être là. Ils m'ont téléphoné ce matin. Tu es venu souvent en Amérique du Sud? C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je sors de l'Espagne. Tu fais quoi en Espagne? Rien. Je suis au chômage. T'es au chômage. On t'a proposé combien? 7 000. 7 000 euros? On allait te payer où? Là-bas. Une fois que tu aurais passé la drogue? Des Européens arrêtés en possession de drogue. Ici, le phénomène ne cesse de s'amplifier. Ils utilisent des personnes au chômage pour leur trafic. Comment il a été détecté? Par son profil. Généralement, comme c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, on les habille. Sa chemise, elle est neuve, c'est ce qui m'a intriguée. Et la valise, elle est trop petite pour un touriste.
Quelques heures plus tard, David, le passager espagnol, est transféré en plein centre de Lima, dans les locaux de la police. Placé en garde à vue. Dans sa cellule, d'autres Européens, tous transportaient de la drogue. Vous venez d'où? Je suis anglais. On vous a pris à l'aéroport? Non. J'en avais juste pour ma consommation personnelle. Je n'allais rien faire d'autre avec. Ici, tous ceux qui sont arrêtés en possession de cocaïne risquent une peine minimale de 8 ans de prison. Lima, la paisible capitale du Pérou, est en passe de devenir la nouvelle plaque tournante de la drogue en Amérique du Sud. Jusque-là essentiellement basé en Colombie, un pays voisin, le marché de la cocaïne s'est déplacé au Pérou. Les plantations de feuilles de coca y sont foisonnantes. La drogue est vendue moins cher qu'en Colombie. Pour tenter d'endiguer le trafic, l'État péruvien se veut de plus en plus répressif. Opération commando dans la jungle pour frapper les trafiquants à la source. Mais aussi surveillance accrue aux aéroports où les passeurs rivalisent d'inventivité pour transporter la cocaïne. En ingérant des capsules ou en les cachant dans des barres de céréales ou des pièces d'artisanat. Je ne suis au courant de rien, j'ai juste acheté des souvenirs. De plus en plus d'Européens se laissent tenter et pour quelques milliers d'euros acceptent de transporter la drogue. Les Péruviens les appellent les bourriers, les mules. Et souvent leur voyage s'arrête à l'aéroport et ils finissent en prison. C'est le cas d'Alain, un cuisinier français. Il s'est fait prendre à l'aéroport avec 2 kilos de cocaïne. Depuis, il a dû apprendre les règles pour survivre à Sarita Colonia, la prison la plus surpeuplée de Lima. Ici t'as une personne, ici t'as une personne, ici t'as une personne qui dort. De l'entrée de la porte, je dans toutes les ailes. Parmi ces nouveaux trafiquants, de plus en plus de femmes, qui voient parfois leur destin se briser, loin de leur famille, sans soutien. Comme Wendy, une jeune Hollandaise arrêtée à 19 ans alors qu'elle était enceinte et qui a accouché entre ses murs, condamnée à une peine exemplaire, 14 ans de prison. Voilà, ici c'est ma fille. Je me suis sentie si faible, je me suis assise, je me suis mise à pleurer. À ce moment-là, j'ai pensé à ma fille et à ma mère. Alors qui sont ces Européens qui ont pris le risque de gagner de l'argent grâce à la drogue? Et à quel prix le paye-t-il aujourd'hui? En plein centre de Lima, le siège de l'ambassade de France au Pérou. Camille Poli est vice-consul. Au téléphone, un Français emprisonné ici. Tout ça, on va en reparler quand on va se voir d'ici 1 heure. Hein? Vous allez me réexpliquer tout ça calmement? Oui, parce que encore certainement, moi, très mal, les personnes qui veulent ça savoir. Bon, on va venir. Je vais couper son gorge. On va arriver. On arrive. À tout de suite, hein? Merci. Les Français détenus en prison pour trafic de drogue, une nouvelle priorité pour l'ambassade et pour Camille. Journaux, livres, médicaments. À chacune de ces visites, la vice-consul essaie de leur apporter le nécessaire. Aujourd'hui, elle se rend dans l'un des 3 pénitenciers de la ville. 4 Français y sont détenus. Tous se sont fait prendre avec de la cocaïne. On y va dès qu'on peut. Quand il y a un problème, on y va. Et sinon, en moyenne, à peu près tous les 2 mois, on essaye. Mais je suis toute seule pour aller les voir, donc c'est pas évident. Nous sommes à Callao, dans la banlieue de Lima. Et à la prison Sarita Colonia aujourd'hui, c'est jour de visite pour les ambassades.
Quelle ambassade? Attendez un peu, il y a l'ambassade d'Italie avant vous. C'est toujours comme ça. Hier, on a appelé pour vérifier qu'ils avaient bien reçu le fax, ils l'avaient perdu. Bien. Les objets, vous les posez là. Qu'est-ce que vous avez? J'ai des calmants. Un détenu a mal aux dents. Après la fouille, c'est dans l'espace réservé aux visiteurs que Camille va rencontrer les Français. Devant les hôtes de marque, les gardiens font le ménage en grand. C'est tapis rouge aujourd'hui. Les Français les voici. Parmi eux, Alain, un cuisinier de 29 ans, originaire d'Aix-en-Provence. Tu me dis pas bonjour? Tu me fais la tête ou quoi? Arrêté à l'aéroport en possession de 2 kilos de cocaïne. Cela fait 2 ans qu'il est emprisonné ici. Autour d'Alain, Diego, Michael, Francis ou Laurent. Tous arrêtés pour le même délit et tous condamnés à la même peine, 8 ans de prison. Mais si vous voulez vous installer, après on se voit. Pour tous, la visite de la vice-consul, c'est l'espoir d'améliorer le quotidien. Ce que veulent les détenus, ce sont des colchones, c'est-à-dire des matelas ou simplement de l'argent. Mais ils vont être déçus. L'ambassade de Chili et l'ambassade du Brésil, c'est des pays qui n'ont pas d'argent, amènent des colchons à leurs détenus, leur amènent des couvertures. À cada visite que passe à l'ambassade, ils tiennent un budget pour payer des dentifrices, des savons, des déodorants, des bêtises comme ça. Mais il n'y a pas, c'est pas forcément donner de l'argent liquide comme le font les Espagnols ou les Hollandais, c'est pas toujours une solution non plus. La France ne donne pas d'argent aux détenus. L'aide que Camille leur propose est avant tout juridique. Étudier avec eux les moyens d'obtenir des remises de peine ou une liberté conditionnelle. Ça va. Fin de la visite, Camille retourne à l'ambassade. Mais sa vision des prisons péruviennes est limitée. Elle n'en connaît que le quartier VIP, à 1000 lieues de la réalité des conditions de détention de ses compatriotes. Dans la cour, c'est l'heure de l'appel. Prévue pour environ 500 détenus, la prison Sarita Colonia en accueille 5 fois plus. C'est l'une des plus surpeuplées du pays. Ici, il n'y a pratiquement que des étrangers. Plus de 60 nationalités représentées. La plupart des détenus sont tombés pour possession de drogue. Depuis 2 ans, Alain y a appris les règles pour survivre. La première d'entre elles, ici l'argent fait la loi pour tout. Alors pour en gagner, les prisonniers rivalisent d'imagination. Le linge qui sèche au-dessus de la cour, une laverie montée avec les moyens du bord. Tu peux laver ma serviette? C'est celle-ci. Elle s'est pris la pluie ce matin. Bonjour. Je vous présente mes employés. On travaille tous les jours pour gagner un peu d'argent. Ici, on a l'aide de personne. Ici, c'est les mecs qui fument du crack toute la journée. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour payer ça, c'est de laver du linge, prendre des colchons, tout ça. Par les femmes, les 3 quarts du temps, c'est des jours de visite. Alain n'a pas le choix. Ici, on doit payer pour faire laver son linge, mais aussi pour manger. Le seul repas gratuit proposé aux détenus, le voici, riz et pommes de terre. C'est la meilleure cuisine du monde, la cuisine péruvienne. Pour manger autre chose, il faut payer. Regarde la qualité. Du poulet, de la viande. De nombreux détenus se sont improvisés cuisiniers et vendent leurs propres plats, préparés grâce aux colis qu'ils reçoivent de l'extérieur.
Un repas pour 5 soles, l'équivalent d'1,50 €. 5 soles pour un plat avec du poulet et du riz. Seulement 5 soles. Mais 5 soles ici, c'est une putain de somme. Repas, cigarettes. Ici, chacun essaie de s'en sortir avec son propre business. Même ceux qui sont interdits. Dans l'enceinte de la prison, la drogue circule facilement. Alain connaît tout le monde, il sait à qui s'adresser. Donne-moi en 2. Il vient d'acheter de la marijuana. La transaction a lieu en plein milieu de la cour, à quelques mètres seulement du gardien, qui préfère regarder ailleurs. En ce moment, une épidémie de grippe oblige certains détenus à porter un masque. Alain va partager son joint avec les autres Français. C'est pas l'envie qui me manque, je comprenais. C'est vraiment tranquillement. Presque. Il y a tout qui passe ici. Parmi eux, Laurent, un autre Marseillais. Sur l'écharpe. Obligé. L'écharpe de... Cette année, on a de 93. De 93. Charles de Marseille avec la bonne mère. Toujours en place, Marseille. Droit au but. Laurent était steward, arrêté avec 1 kilo de cocaïne. Il est ici depuis 1 an. J'ai tout perdu en fait. J'avais un super travail, j'avais tout. J'avais vraiment tout. On me payait super bien. J'avais un business ici. J'ai tout perdu parce que je me suis mis à consommer. Et en fait, moi je le faisais pas pour l'argent. Je montais à New York pour aller faire la fête. Et puis voilà. En fait, c'est mieux que je me suis pas attrapé, sinon j'aurais continué à consommer et ça se trouve je serais pas là en train de vous parler quoi. Dans cette prison, les frontières entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit ne sont pas toujours claires. Régulièrement, les gardiens organisent des fouilles dans les cellules. Ils cherchent quoi? La mobile et autre chose. Le téléphone portable? Oui. Pourtant, les portables sont nombreux à Sarita Colonia. Pour les conserver, les détenus doivent soudoyer les gardiens. Il y a un téléphone alors? On a tous des téléphones ici. C'est quelque chose. C'est interdit? Non, c'est interdit, mais ici c'est le Pérou, tout se règle. Tout est possible. La drogue et les portables circulent. Mais paradoxalement, ce qui est officiellement interdit dans la prison n'est pas ce qui coûte le plus cher. Dans ce pénitencier surpeuplé, le nombre de lits est insuffisant. Vous dormez où en fait? Moi je dors où? Je dors là. Là je mets un mag ici à ici et je dors en l'air. De ici à ici c'est mon hamac. Que je laisse la nuit. Et votre hamac il est où? Là la journée je laisse au gymnase avec tous les colchons, tous les matelas. Parce qu'ici, il n'y a rien, mais toute la nuit, c'est plein de gens ici. Chaque carré, un carré, c'est une personne qui dort. De ici jusqu'au fond et dans toutes les ailes. La plupart des détenus dorment par terre. À Sarita Colonia, avoir une cellule est un luxe hors de prix. Salut, tous les Français. Combien t'as acheté ta cellule, toi? Je passe la cellule indien. La cellule indien, c'est 5 000 $. 5 000 $. 5 000 $. Ouais. Il y a 3 lits dedans. Un lit, il est 1 400. 1 400 $. Ouais. Jusqu'à 1 500 $ pour une simple couchette. Les plus anciens détenus rachètent et revendent les emplacements à ceux qui ont les moyens. Attends, je vais passer un coup de fil. 1 à 2 fois par semaine, c'est par téléphone qu'Alain joint sa famille. L'occasion aussi de leur demander de l'argent, son sésame, pour vivre sa détention dans de meilleures conditions. Allô, Annette? C'est Alain. Angelina, t'as dit si elle m'a envoyé quelque chose ou pas? Christine. Ouais, mais Christine, elle est avec toi. Dis-lui que si elle peut me mettre quelque chose aussi, ça me rangerait. Allez, ici, c'est la pluie. Au bout du fil, à l'autre bout du monde, des amis ou des membres de sa famille. C'est l'hiver, là. Tous ses proches restés dans la région d'Aix-en-Provence où il a grandi. C'est dans cette cité, aux abords de la ville, que vit Annette, sa mère. Depuis 2 ans, Alain l'appelle chaque semaine. Ouais, mais sinon ça va. Hein. Toujours la même, moi j'attends toujours mon billet de sortie, maintenant rien de plus. Hein. Finir avec tout ça. Tu sais, quand t'oublies pas, mais surtout sois sérieux et ne fais pas de bêtises là-bas. On t'aime.
Allez, je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine. Je t'aime. Au revoir, Alain. C'est quoi le plus dur pour vous, madame? De parler d'Alain. Il vous téléphone souvent? Il le fait le plus possible. C'est très dur de l'avoir au téléphone et de savoir dans la pitié qu'il est. Parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas l'aider. Tout ce qu'on peut faire, c'est écouter, subir et attendre. Ah ben c'est Alain que je viens d'avoir. Venez, je vais vous expliquer. Eh bien, comment il va? Ben ça va là. Il me demande encore des sous parce qu'il lui faut des sous pour l'avocat et tout. Il demande presque 1500 $. Cette mère de 3 enfants n'aurait jamais imaginé que son fils puisse être mêlé un jour à une histoire de trafic de drogue, qui plus est sur un autre continent. J'ai cru que c'était une blague, parce qu'on me dit, vous avez un fils qui s'appelle Alain, on est l'ambassade du Pérou. Le Pérou, c'est où le Pérou? Et heureusement, quand Gina, sur son truc, elle avait une map monde. Alors j'étais là en train de chercher Pérou. Et ils m'ont dit, mais Alain, il est là, il a été arrêté à Lima. Mais Lima, c'est où? Ben, c'est au Pérou. Ah là 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 là, Madame Marie. Vous voyez comme la vie, elle est. Vous mettez des enfants au monde et après, vous avez le souci de pleurer parce qu'ils sont partis, qu'ils ont fait des bêtises. Et on se retrouve tout seul. À 10 000 km de Lima, Annette ne se doutait pas que son fils serait pris dans la guerre que l'État péruvien livre au trafic de drogue. Opération anti-stup en pleine jungle amazonienne. Nous sommes dans la région de Huánuco, au centre du Pérou. Carlos est lieutenant de police. Il fait partie des 450 hommes spécialisés dans la lutte contre les trafiquants. Depuis le début de l'année, 200 labos ont été démantelés. Près de 2 tonnes de cocaïne y ont été saisies. Aujourd'hui, une cinquantaine d'hommes, 8 hélicoptères. De telles opérations sont menées grâce au soutien financier américain. Cette année, le Pérou a reçu une aide de 150 millions de $ pour lutter contre la drogue. On prend toutes les mesures de sécurité pour limiter les risques. Quels sont les risques ici? Dans le coin, il y a le Sentier Lumineux. C'est un groupe terroriste, mais aussi les trafiquants et la population qui est parfois hostile. Là-bas, vous voyez, il y a une petite maison. Tout autour, ce sont des champs de coca. Cette plantation pourrait abriter un laboratoire clandestin. Au Pérou, cultiver la coca est permis à condition d'avoir une autorisation. Élément de base à la fabrication de cocaïne, la feuille de coca, c'est aussi une plante médicinale qui sert de fortifiant. Bonjour grand-mère. À la tête de la plantation, une grand-mère qui mastique de la coca, comme tous les paysans du coin. Là-bas en face, tout est à vous? Combien de parcelles vous avez? Vous ne savez pas? Attendez, j'ai ici l'autorisation. L'exploitation a l'air en règle. Reste à inspecter la maison. À l'intérieur, pas de produits chimiques, aucune trace d'un labo. Juste un élevage de chinchillas, nourris à la feuille de coca. Aujourd'hui, Carlos a fait chou blanc. Mais dans la ville voisine, ses collègues pistent 2 trafiquants depuis plusieurs semaines. D'après leurs informateurs, une livraison doit avoir lieu ce jour-là. Le commandant Montes espère les prendre en flagrant délit. Il y a beaucoup de trafiquants par ici. Il faut rester vigilant. Rapidement, une quinzaine d'hommes se déploient. L'arrestation doit avoir lieu à la sortie d'un village, au milieu de la population.
La progression des policiers est prudente. Mais alors qu'ils s'apprêtent à intervenir, les deux trafiquants les repèrent et prennent la fuite. Une course-poursuite s'engage. Les policiers prennent l'avantage. Ils sont où les paquets? Ils sont où? Tu les as mis où? Je ne sais rien, moi. Je me promenais. Des promeneurs bien équipés. Dans leur sac, des armes et de la poudre blanche. Regarde, enfoiré. Le test réactif est concluant. C'est bien de la cocaïne. C'est positif. Là, il doit y avoir environ 8 kilos. 4, 5, 6, 7, 8 kilos. Et les policiers vont faire d'autres découvertes. Il a qui, Suzy? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, tu ne sais rien, toi, hein? Non, je ne sais rien, je ne fais que passer. Je veux rester libre, je veux pas aller en prison. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, il faut que je leur apporte à manger. Je ne sais rien, je veux rentrer chez moi. Pour ce Péruvien suspecté de trafic, la prochaine destination, c'est la prison. Avec plus de 2 kilos, tu auras minimum 8 ans de prison. Cette drogue, elle allait où? Dans un premier temps à Lima. Et puis après, elle pouvait aller partout dans le monde. Principalement en Europe. Opération réussie. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines d'arrestations de ce type ont été effectuées. Retour à l'aéroport Jorge Chavez de Lima. Qu'est-ce qu'on a comme vol maintenant? Un vol direct pour Amsterdam. Dans sa lutte contre les trafiquants de drogue, Juan Mendoza, le procureur de l'aéroport, ne manque pas de moyens. L'aéroport de Lima est l'un des plus surveillés d'Amérique du Sud. Fouilles, bagages, colis, tout est passé au crible. Et grâce là encore à des financements américains, l'aéroport a été l'un des premiers au monde à s'équiper de scans corporels. Un matériel high-tech idéal pour prévenir une méthode souvent utilisée, l'ingestion de capsules de drogue dans l'estomac. Mais les trafiquants ont très vite trouvé la parade. Pour éviter les contrôles au rayon X, ils utilisent les femmes enceintes. Ils savent que dans aucun endroit au monde, on pourrait prendre de tels risques sur un enfant. Une femme enceinte comme Patricia. Une jeune Espagnole de 21 ans, arrêtée à l'aéroport enceinte de 8 mois et demi en compagnie de sa sœur. Avec 5 kilos de cocaïne cachée dans un gilet et dans une couche qu'elle portait pour l'occasion. Quelques semaines plus tard, la jeune femme a accouché à la prison Santa Monica. Nous sommes à Chorrillos, une autre banlieue de Lima. Derrière ces murs, la prison Santa Monica est réservée aux femmes. À l'intérieur, près de 1000 détenus. Nous y retrouvons Patricia, la jeune Espagnole, arrêtée enceinte à l'aéroport. Oui, là c'est mon fils. Et là c'est ma sœur. Il est aussi espagnol, mon fils. Quel âge tu as? 22 ans. Je viens de les avoir ici. C'est quoi le plus dur pour toi? Tout. Tout. D'avoir accouché ici, en prison. Son papa, il est en prison en Espagne. J'ai encore 2 enfants en Espagne. On avait des vêtements pleins de cocaïne dans la valise. De la bonne, mais de la très bonne cocaïne en plus. Si j'avais su, je serais venue avant, parce qu'on aime bien consommer. Ça fait 18 ans que j'en consomme. Régulièrement. Dans cette prison de femmes, il y a donc des détenus pas comme les autres. Des enfants, âgés de quelques semaines à 3 ans, l'âge où ils n'ont plus le droit de rester ici.
En tout, ils sont une cinquantaine, à tel point que les responsables de la prison ont dû ouvrir une crèche. La plupart sont nés ici. Non, en fait, ils sont tous nés ici. Ils sont tous nés ici. Ils sont nés alors que leur mère était déjà emprisonnée. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de femmes enceintes qui prennent de tels risques. Comme dans n'importe quelle crèche, les enfants sont répartis par tranche d'âge. Des animateurs viennent travailler bénévolement dans les classes. Difficile d'imaginer que nous sommes toujours en prison. Les enfants passent la journée ici. Le soir, ils rejoignent leur mère dans un quartier de la prison qui leur est réservé. Wendy aussi a accouché ici, mais elle ne vit plus avec son enfant. Et voilà, je me trouve toujours dans le centre-ville, dans la rue Caravaglia exactement, qui est devenue une rue péatonale. Et la porte vitrée, ce sont les bureaux de l'administration pénitentiaire où on m'avait accueilli il y a quelques années pour m'autoriser, avec beaucoup de difficultés, à tourner à l'intérieur des prisons femmes et hommes. Cette année, ils ont refusé, ils n'ont pas voulu, donc voilà, je passe en face, mais je ne peux pas, ils ne veulent pas m'autoriser à rentrer, tourner quelques images pour vous à Chorrillos, où il y a la prison de femmes. Mais c'est pas grave, je vais prendre un taxi, je vais me déplacer, ne serait-ce que pour vous montrer un peu et vous raconter donc le déroulement du reportage que j'ai fait il y a quelques années ici à Lima. Bon bah me voilà dans le taxi dans le centre de Lima, je vais à Chorrillos, c'est dans la banlieue de Lima, c'est environ 30-40 minutes du centre où j'étais. J'ai envie d'aller voir la façade extérieure de la prison de femmes où j'avais tourné. Je garde un très grand souvenir car ce fut vraiment un très grand travail. Ça m'a pris plus d'1 an et demi pour réaliser ce reportage. Et dès que j'ai connu la jeune Hollandaise qui s'appelle Wendy, c'est là que j'ai compris que ce serait le personnage principal. Si vous êtes des jeunes à regarder ça, surtout ne soyez pas tentés pour l'argent facile. Et ce n'est même pas la peine d'essayer. Voilà, ça finit toujours mal. Et j'ai filmé, j'ai tourné tout ce que j'ai pu. Parce qu'ils sont habitués à ce que je vienne tous les jours tourner. Et je me suis faufilé dans le fourgon cellulaire et j'étais transporté dans le fourgon cellulaire avec les jeunes filles détenues jusqu'au studio de télévision. C'était un moment exceptionnel pour moi. Bon ben voilà, la prison de femmes à Chorrillos, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Sauf que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer des images à long terme, enfin vous les avez déjà vues. C'était juste pour vous raconter un peu les coulisses du tournage, si on peut dire. J'aurais souhaité avoir quelques nouvelles, connaître un peu la situation actuelle. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais je tenais à venir sur les lieux. Je tenais à partager à vous ce documentaire, ce reportage. Et j'espère que vous ferez de même, le partager aux autres et qu'il y ait des abonnés. C'est une nouvelle pour moi de me lancer sur YouTube. Et il y aura d'autres reportages que je tiens à vous montrer, à vous présenter. Alors je vous dis à très bientôt. Ciao!